tu as du mal à passer à l'action, si tu as du mal à concrétiser tes projets de cœur, tout ce qui te prend aux tripes finalement, je t'invite à rester, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Un épisode qu'on m'a souvent demandé de faire sur comment aider les hypersensibles à passer à l'action. Donc je vais donner quelques conseils ici que j'applique personnellement dans ma vie, dans mon entreprise, dans mes projets. Avant ça, je vais t'inviter à rejoindre mes contacts privés, ma communauté privée, gratuitement. C'est une communauté qui va te donner accès pratiquement quotidiennement, donc tous les jours, à des nouveautés de ma part, à des textes, à ma newsletter avec beaucoup de contenu de valeur pour t'aider dans ta vie, pour t'aider dans tes projets, pour t'aider dans ton activité, à grandir. Et puis à vivre une vie épanouie. Donc si tu ne le sais pas, d'ailleurs je suis présente ici sur YouTube, je suis présente sur mes réseaux sociaux et surtout je suis présente sur ma newsletter parce que j'écris beaucoup, donc finalement c'est là-bas que tout se passe. Si tu veux nous rejoindre gratuitement, c'est le premier lien que tu trouveras dans la description. Alors j'espère que vous allez bien déjà, je suis dans la nature, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ira au niveau de l'écoute. La plupart des personnes qui me suivent, ce sont des personnes qui veulent entreprendre leur vie à fond en fait. Ce sont pour la plupart des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà, des coachs, des thérapeutes, des personnes en reconversion aussi et qui ont une connexion profonde avec leur spiritualité. Ce sont des personnes très sensibles, des hypersensibles, des ultrasensibles, des empathes. Et ils aspirent en fait avec tout ça à avoir un impact positif sur leur propre vie, sur la vie des gens qui les entourent, sur leur propre famille, leur entourage, et puis sur le monde aussi. Ils veulent avoir un impact positif sur ce monde. Ils veulent lancer des projets pour ça. Ils veulent créer des entreprises conscientes pour ça. Mais souvent, il y a un hic. Et le hic, c'est quoi ? C'est qu'ils procrastinent. Ils remettent toujours au lendemain, ils ont du mal à passer à l'action, à faire le premier pas. Et j'avais envie aujourd'hui de vous donner des clés justement pour agir et pour dépasser tous ces freins-là, si c'est quelque chose qui vous gâche la vie finalement et qui vous empêche de concrétiser vos projets. On va d'abord parler des raisons pour lesquelles les hypersensibles rencontrent des difficultés à agir, parce que j'en ai relevé 3 personnellement. 3 raisons principales. La première raison, c'est le poids de la responsabilité élevée. Le poids de la responsabilité élevée. Alors, je vais expliquer ce que ça signifie. J'en ai déjà parlé dans ma newsletter, j'en ai déjà parlé aussi sur mes réseaux, ça. Si vous voulez, les hypersensibles, la sensibilité accrue de leur système nerveux signifie que les personnes hypersensibles perçoivent, ressentent les stimuli, les émotions de manière beaucoup plus profonde et de manière plus intense que la moyenne. Et cette intensité émotionnelle, ça les rend particulièrement réactives aux besoins des autres, réactives aux injustices qu'il y a dans le monde. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, un hypersensible il peut se sentir profondément affecté par la souffrance des autres, qu'il s'agisse de la souffrance de ses proches, des proches en difficulté ou des situations de détresse dans le monde, de quelqu'un en particulier ou d'un peuple dans le monde, voilà. Et cette empathie exacerbée, ça peut le conduire à un fort sentiment de responsabilité envers les autres. Vous comprenez ? Et ça les incite à vouloir aider, à vouloir soutenir, à vouloir guider autant qu'ils le peuvent les autres. Et cette charge émotionnelle, parce que ça représente une charge énorme émotionnelle supplémentaire, ça devient accablant à un moment donné. Et puis ça peut entraîner de l'anxiété, de l'angoisse, et qui finalement va les paralyser et va les empêcher d'agir. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une pression écrasante pour être toujours disponible pour son entourage. C'est épuisant émotionnellement et puis ça vous rend enclin, ou en tout cas moins enclin, j'ai envie de dire, à prendre des initiatives pour vous-même. D'accord ? Donc ça, c'était la première raison, la responsabilité élevée. Ensuite, il y a la peur. Évidemment, la peur de l'échec. Alors ça, c'est pas propre aux hypersensibles, mais c'est beaucoup plus présent chez les hypersensibles. En tout cas, c'est très accentué
Parce que souvent, les hypersensibles, on a des normes élevées. On met la barre très haute en fait. On a cette espèce de perfectionnisme par nature. Et donc, nos standards sont élevés, nos standards personnels et professionnels d'ailleurs sont souvent très élevés. Et bien ça va nous pousser à aspirer à l'excellence, à aspirer à faire les choses bien finalement dans tout ce qu'on entreprend. Et cette recherche constante de perfection, ça peut être une force motrice finalement puissante, mais souvent, c'est aussi accompagné d'une peur intense de l'échec. Donc les hypersensibles ont souvent du mal à accepter l'idée de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes et puis aussi des attentes des autres. Je vais vous donner un exemple ici. On va prendre un entrepreneur, une personne qui veut lancer un projet et où on va prendre un coach hypersensible. Par exemple, pour lancer un nouveau produit, un nouvel accompagnement, une nouvelle offre où il va avoir peur de promouvoir ses services parce qu'il a l'impression de ne pas être suffisamment préparé. Où il va avoir l'impression de c'est pas suffisamment, il n'a pas fait assez et donc du coup il ne va pas avoir les résultats escomptés. Et cette peur de ne pas être à la hauteur, eh bien, va bloquer finalement ton avancée, l'avancée de ta carrière, l'avancée de tes projets. Et ça te pousse à procrastiner indéfiniment en attendant justement le moment idéal où tout sera parfait, etc. Mais malheureusement, ce moment n'arrive jamais parce que chercher la perfection, c'est chercher ce qui n'existe pas finalement, des choses qui n'ont pas à être. Le plus important, c'est de faire ce qui nous rend vivants et de lancer et d'être vraiment dans l'action au quotidien. Je vais vous donner d'ailleurs une petite astuce tout à l'heure que j'utilise à chaque fois que je sens que j'ai un peu la flemme, que je procrastine. C'est la méthode des 5 secondes. Alors c'est assez connu, mais je vous en parle juste après. La troisième raison, c'est le doute de soi, le manque de confiance. Les personnes hautement sensibles, en fait, elles ont une tendance à s'auto-analyser, à remettre en question leurs propres capacités et leurs propres décisions. Si vous voulez, on s'auto-scrute. Ça, c'est vraiment, on est très souvent dans le contrôle, constamment dans cet auto-scrutage de soi-même constant. Et donc, c'est un auto-jugement finalement qui est très exacerbé par la sensibilité, surtout la sensibilité accrue aux critiques, la sensibilité accrue au rejet. D'accord ? On est très souvent réceptif aux opinions des autres et ça peut être profondément blessant, surtout quand on a cette blessure-là du rejet et qui, même les critiques constructives peuvent être très dérangeantes pour les hypersensibles. Et donc cette vulnérabilité émotionnelle, eh bien, ça peut engendrer un cercle vicieux finalement où le doute de soi va s'installer et il va entraver ta capacité à agir. Et ça va alimenter ensuite davantage tes doutes, tes incertitudes, etc. Et donc c'est un cercle vicieux comme ça qui s'installe. Je vais donner un exemple. Tu peux par exemple hésiter, je sais pas moi, t'es dans un repas de famille, j'en sais rien, et tu vas hésiter à t'exprimer, tu vas hésiter à t'affirmer, à partager tes idées, ton point de vue, parce que tu as peur d'être critiqué, ou tu as peur d'être rejeté, ou tu as peur d'être montré du doigt, ou je ne sais quoi. Et cette crainte finalement de la réactivité, de la réaction négative des autres, va t'inciter à rester dans ta zone de confort, dans cette fameuse zone de confort. Et à éviter des situations qui pourraient mettre justement ton estime de toi à l'épreuve. Donc ça, c'est vraiment ce manque de confiance en toi qui peut devenir un obstacle majeur à ton épanouissement personnel, à ton épanouissement professionnel aussi. Et ça t'empêche de réaliser ton plein potentiel tout simplement et de poursuivre tes projets, tes objectifs avec assurance. Vraiment, la zone de confort, ce concept de zone de confort, une fois que vous êtes dedans, c'est très difficile de vous en sortir ensuite. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça et d'appliquer la méthode des 5 secondes que je vais vous expliquer juste après. Donc en conclusion, les hypersensibles, ils rencontrent des difficultés à agir en raison, premièrement, du poids élevé de la responsabilité qu'elles ressentent envers les autres et puis envers le monde en général. La peur intense de l'échec est exacerbée, contrairement à d'autres. Donc tout ça, c'est dû vraiment au système nerveux qui est sans cesse, qui n'est jamais au repos finalement. Et puis la propension au doute de soi et au manque de confiance. Alors tous ces obstacles finalement peuvent paraître insurmontables. Tu peux te dire ouais, tout ça. Mais il y a des moyens de
les surmonter, des moyens simples, peut-être que tu connais déjà, d'autres un peu moins. L'idée, c'est pas de connaître les choses, c'est de mettre en application, c'est de tester et c'est de se dire voilà, je vais tester ça pendant quelques jours, quelques semaines, et puis je vais voir si c'est ok pour moi, si ça me fait du bien, si ça m'aide à passer à l'action ou pas. Ok ? Donc quelques conseils pratiques. Déjà, je te parlais de la méthode des 5 secondes. C'est quoi ? C'est une méthode toute simple. Quand tu as quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu rencontres toutes les difficultés qu'on vient de voir, tu prends le premier pas, la première chose la plus simple qui va te permettre de te mettre en route vers cet objectif, le premier pas le plus simple, et tu le fais dans les 5 premières secondes. Tu ne réfléchis à absolument rien d'autre, tu comptes jusqu'à 5, tu te lèves et tu fais cette première action, ce premier pas. D'accord ? Quel exemple je peux te prendre ? Je vais t'en donner par la suite, tu vas comprendre. Mais vraiment, pourquoi 5 secondes ? Parce que t'as le temps de rien faire d'autre que de te lever et de faire la première action. Vraiment le premier pas, le premier truc, ça peut être prendre un livre, ça peut être prendre un carnet de notes pour noter tes idées, ça peut être appeler quelqu'un pour avoir un conseil ou pour poser une question, ça peut être... Voilà, et 5 secondes, tu prends ton téléphone, tu appelles la personne. Tu prends le carnet de notes, tu commences à écrire. Il n'y a aucune autre réflexion à avoir. Je vais donner d'autres conseils. La première chose qui est très importante et qui, pour moi, a fait toute la différence, c'est de trouver un équilibre. C'est crucial de trouver un équilibre entre ton énergie, ta dose d'énergie qui peut être très faible à certaines périodes, surtout quand tu es dans une période de down énergétique. Donc, un équilibre entre ton énergie et ton engagement, tes responsabilités au quotidien. Moi, j'avais tendance à être trop dans cette énergie yang à un moment donné et mettre de côté mon énergie. Si j'étais fatiguée, je m'en foutais, je voulais même pas en entendre parler. Moi, j'étais vraiment dans cette énergie yang à fond, à ne jamais faire de pause, à stresser si je parlais trop à des gens au téléphone ou je passais trop de temps avec ma famille ou regarder un petit film à la télé. C'était un stress immense, je ne pouvais pas le faire. Je vous jure, je suis tombée vraiment dans des excès assez fous en fait finalement. Et donc j'avais pas cet équilibre-là. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années parce que je m'épuisais au point de tomber dans une dépression, dans une fatigue extrême, un burn-out où là je pouvais absolument plus rien faire. Et pour éviter d'en arriver là, c'est important de réussir à trouver cet équilibre. D'autant plus si vous êtes un entrepreneur, vous accompagnez les autres, vous voulez créer des choses, c'est indispensable. Ça implique de se concentrer sur les petites actions réalisables au quotidien. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur la méthode des 5 secondes. Vraiment, les petits pas réalisables au quotidien sans forcément te sentir dépassé parce que ça va te bouffer une énergie folle, mais en même temps il faut que ça te sorte de ta zone de confort. Faut pas que tu restes là dans c'est important d'élargir au quotidien sa zone de confort. Donc il faut que ce soit vraiment des actions qui te challengent malgré tout. D'accord ? Faut pas te sentir dépassé au point de plus en pouvoir, mais en même temps il faut que ce soit challengeant, faut y aller quoi. Le but, encore une fois, n'est pas de rester dans cette zone de confort parce que ça, lorsqu'elle s'installe, c'est pire que tout en fait. Donc, pour trouver cet équilibre, il y a 3 petites choses que vous pouvez faire. Alors, j'imagine que vous le savez déjà, c'est la pleine conscience. Moi, la pleine conscience, ça m'a énormément aidée, alors surtout en nature. Alors, il y a des gens qui vous disent ça vous empêche de penser. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est impossible. Le but, c'est pas d'arrêter de penser. Si vous y mettez ça comme objectif, arrêtez tout de suite, que ce soit avec la méditation ou autre. Le but n'est pas d'arrêter de penser, ça n'a aucun sens, mais d'apaiser votre système nerveux tout simplement. D'apprendre à respirer, d'apprendre à écouter cet oiseau, par exemple, qui chante et qui est juste là. Le bruit du vent, la petite mouche, simplement se concentrer là-dessus et ça, c'est tellement apaisant, c'est tellement libérateur. Et rien que ça. Donc, pratiquer la pleine conscience, moi je le fais le matin, ça m'aide beaucoup personnellement et je pratique aussi en même temps la cohérence cardiaque.
Il y a plein de tutos sur YouTube sur la cohérence cardiaque, pendant 5 ou 10 minutes, c'est vous qui voyez. On peut se dire, vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est des conseils bateaux, etc. Mais si vous saviez à quel point ça change tout, si vous saviez à quel point ça m'a personnellement, ça fait une différence énorme dans ma journée. Je vois la différence quand je le fais et quand je le fais pas. Donc vraiment, le plus important, c'est pas de le savoir, c'est de le mettre en application, c'est de le tester. C'est vraiment négliger ça, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, la respiration, mais pourtant c'est salvateur pour votre système nerveux, d'accord, qui va permettre de le réguler et de l'apaiser. Si vous n'y arrivez pas, alors le but c'est pas de vous flageller parce que vous n'arrivez pas à méditer ou je ne sais quoi. La méditation n'est pas faite pour tout le monde. Le but c'est pas de vous infliger ça, c'est pas un truc en plus à vous infliger dans la journée. Faut que ça reste un plaisir et juste vous poser, passer un moment avec vous. C'est ça l'idée. Ok ? Le soir aussi, avant de me coucher, je pratique une autre session de cohérence cardiaque. Personnellement, j'en fais 2 à 3 par jour pour me détendre, pour me préparer au sommeil. Quand je dis des sessions de pleine conscience, encore une fois, ça peut être tout simplement être dans le moment avec vous-même, au calme, sans téléphone, sans écran, à respirer simplement, à vous poser avec vous-même. C'est tout finalement. Vous pouvez aussi prendre le temps de faire le point sur votre journée, noter ce qui s'est bien passé, ce qui aurait pu être mieux, ce que vous pourriez améliorer pour le lendemain. C'est juste ces petits moments-là. Et ça peut paraître cliché, mais le truc, c'est vraiment de vous déconnecter des écrans, de prendre un moment pour lire une page d'un livre, pour écouter un morceau de musique, pour faire uniquement ce que vous voulez, mais c'est être avec vous-même avant de vous endormir. C'est fondamental. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup, donc à vous de voir. Un autre truc aussi, c'est d'établir une liste des tâches qui sont réalisables. Donc, plutôt que de vous sentir submergé par une longue liste de tâches à accomplir, etc., ce que vous pouvez faire, c'est de choisir de vous concentrer sur quelques tâches uniquement réalisables pour la journée. Une longue liste, une to-do list. Alors, le concept de la to-do list, je ne suis pas fan de ça. Ça peut vous aider, mais on a tendance à toujours vouloir rajouter des trucs et à s'éparpiller. On a une tâche à faire, mais on va se lancer dans un autre truc en lien avec la tâche et finalement, on va jamais la faire. Donc, vraiment comment on appelle ça, des tâches prioritaires que vous souhaitez accomplir et vous fixez des objectifs réalistes pour chacune d'elles. D'accord ? Donc un nombre limité de tâches, ça évite de vous disperser et ça va vous faire avancer de manière vraiment beaucoup plus efficace sur vos objectifs. Un exemple par rapport à ça, vous voulez lancer par exemple un nouveau projet, une nouvelle activité. La première des choses que vous pouvez faire, c'est passer du temps à la recherche, à explorer, trouver des idées. La première des choses, trouver des idées, des opportunités dans votre domaine d'intérêt. Vous allez consacrer une journée par exemple à faire ça. Et vous faites rien d'autre dans la journée, vous faites que ça concernant votre projet. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est identifier les compétences que vous avez, les ressources, les contacts existants que vous avez, qui pourraient vous être utiles. Désolée pour ce bruit. Donc, qui pourraient vous être utiles pour votre projet. Donc ça, vous consacrez 1 à 2 heures à cette étape le lendemain, par exemple. Ça peut être la troisième chose, vous établissez ensuite un plan d'action pour votre projet. Vous définissez des étapes à franchir pour le lancement, pour le développement de votre activité en consacrant justement quelques heures à cette tâche le surlendemain. Ensuite, le lendemain encore, vous pouvez évaluer les risques, les obstacles qui sont associés à votre projet. Tout ça, vous consacrez une demi-journée pour cette étape. Donc vraiment, vous y allez un pas après l'autre avec des étapes bien précises chaque jour. C'est vraiment la meilleure façon, selon moi, de le faire. Un autre exemple, beaucoup plus concret, je sais qu'il y a des personnes qui se lancent et qui m'écoutent ici, un post Instagram. Imaginons que vous voulez créer un post sur Instagram. La première étape, vous consacrez 30 minutes à la recherche d'idées, d'accord ? À la recherche d'inspiration, et vous sélectionnez une image ou une vidéo pertinente pour votre post. Deuxième chose, vous rédigez la légende claire, engageante pendant 20 minutes et vous prévoyez ensuite 10 minutes pour l'édition
de l'image, de la vidéo, etc., l'ajout du texte, le visuel, etc. Et ensuite, vous planifiez la publication. Donc vraiment, consacrez 30 minutes, 20 minutes la légende, 10 minutes l'édition et la planification. Vraiment, et vous essayez de vous y tenir. Alors ça va être compliqué au départ, mais c'est vraiment un exemple. Ici, je vous donne des exemples de ce que vous pouvez faire, mais c'est vraiment un pas après l'autre. Troisième chose pour trouver cet équilibre, c'est de prendre des pauses régulières pour vous ressourcer. Évitez... Moi, c'est ce que je fais, c'est que j'évite maintenant de passer 3 heures sur un truc sans prendre de pause. Parce que ça m'épuise et je me sens lessivée ensuite pour continuer. Donc ça sert à rien. Ce que je fais, c'est que je prends des pauses régulières tout au long de la journée. Je fais la méthode du Pomodoro. Je crois que je vais vous en parler juste après. Une méthode de concentration extrême pendant 25 minutes. Une pause et on reprend ensuite. Donc vous faites des pauses régulières, vous pouvez très bien faire une balade entre 2 sessions de travail, vous prenez l'air, vous pratiquez des exercices de relaxation, quelques étirements, une petite pause avec de la musique et ça vous permet de recharger vos batteries, ça vous permet de maintenir un équilibre émotionnel et mental tout au long de la journée. Ensuite, donc ça c'était la première chose et on a identifié 3 petits exemples dans cette première chose qui est la recherche de l'équilibre. Ensuite, deuxième chose, identifiez vos motivations et vos aspirations profondes. Pour surmonter tous ces obstacles à l'action que vous avez, c'est important d'identifier vos motivations, d'identifier ce qui est vivant en vous. Et ça implique de vous connecter à ce qui vous anime vraiment, à ce qui vous pousse à vous lever le matin, à ce qui vous pousse à poursuivre vos rêves et à vous en rappeler régulièrement. Par exemple, tu peux prendre le temps de réfléchir à ce qui te passionne vraiment dans la vie, à ce qui te rend vraiment heureux et épanoui dans la vie. Tu peux te poser des questions sur ta vision de la vie idéale, sur ta carrière idéale, sur la personne que tu souhaiterais devenir vraiment à l'idéal, clarifier tes objectifs, tes priorités. Et ça va t'aider vraiment à rester concentré, à rester motivé dans tes actions. Vraiment en identifiant ce que tu considères comme étant ta mission dans la vie, ta mission d'entrepreneur, eh bien, tu trouves un sens beaucoup plus profond à tes actions. D'accord ? Et ça va te permettre d'agir avec beaucoup plus de persévérance, de détermination. Si par exemple ta mission c'est d'inspirer les autres à vivre de manière beaucoup plus authentique et épanouissante, tu peux, ta mission d'entrepreneur, bien, c'est de créer des produits, des services qui répondent à ce besoin profond. Et ça va te permettre de te connecter à ta passion. Et ça t'aide vraiment à surmonter tes doutes, tes obstacles quand tu reviens sans cesse à ça, à ce qui te prend aux tripes, à ce qui fait vibrer ton cœur. Qu'est-ce que je veux ? Demande-toi vraiment, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Personnellement, je veux que les gens autour de moi soient heureux. Je veux que les gens autour de moi se sentent libres et pas emprisonnés dans leur carcan et dans des normes qui les étouffent. Voilà en quoi j'aide les gens au quotidien. Et je crée des produits et des services dans ce sens pour les aider. Et à chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que je suis là, je me dis je ne sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à passer à l'action, je me rappelle de ce qui est important pour moi et de ce que je souhaite. Je veux rendre les gens autour de moi heureux et libres. Donc fais une liste pour t'aider à te connecter à ce qui est passionnant pour toi. Tu vas faire une liste des moments de flow. Et moments de flow, c'est quoi ? C'est des moments que tu vas te remémorer, les moments où tu t'es senti pleinement inspiré dans ta vie, pleinement engagé dans ce que tu faisais. C'est des moments où tu es dans un état de flow finalement, où tu fais quelque chose mais tu ne vois pas les heures passer. Eh bien, c'est quoi ces choses-là que tu fais ? Tu ne vois pas les heures passer. Tu notes ça, tout ce que tu faisais à ce moment-là, ce qui te motivait à ce moment-là, ce qui t'a apporté un sentiment d'accomplissement à ce moment-là. Et cette réflexion, tu peux prendre une heure pour faire ça. Eh bien, ça va t'aider à identifier les activités qui te procurent de la satisfaction, de la joie, un grand sentiment d'amour. Et tu vas intégrer ça dans tes projets. Tu vas faire des liens et tu vas te demander mais comment je peux intégrer ça dans mes projets ? Comment je peux faire de ces moments-là où j'étais dans une autre dimension,
Comment je peux intégrer ces moments-là dans ce que je fais, dans mon quotidien, dans mes projets, dans mon entreprise. Ensuite, tu vas écrire une lettre à ton moi futur. C'est-à-dire que tu vas imaginer ta vie dans quelques années, où tu vas te sentir pleinement épanoui, pleinement satisfait de ce que tu fais. Tu écris une lettre à ce moi futur. Tu vas écrire tes aspirations, tes rêves et tes objectifs. Et cet exercice-là de la lettre à mon moi futur, ça va te permettre de clarifier tes priorités. Ça va te permettre de te concentrer sur tes désirs vraiment les plus profonds, les plus purs, les plus vrais, ceux qui sont vraiment en toi finalement. Et ça va te servir, ça va te servir de guide justement pour tes actions présentes et tes actions futures. D'accord ? Troisième chose pour identifier tes motivations profondes, c'est de faire une analyse SWOT. Une analyse SWOT personnelle. SWOT, c'est SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Tu peux faire ça aussi. Tu identifies tes compétences, tes talents, tes valeurs, tes passions, tes forces, mais aussi tes faiblesses à surmonter. Toutes ces petites choses qui font qui tu es, mais qui t'empêchent peut-être d'avancer. Tu les notes, ces faiblesses-là. Tu notes les opportunités à saisir, tu notes les menaces à éviter. Peut-être par exemple, tu as un entourage qui est toxique, par exemple. Bah, tu notes ça et tu regardes comment est-ce que tu peux t'organiser pour ne plus avoir cette toxicité au quotidien. Ça va te permettre vraiment d'identifier vraiment clairement tes aspirations, ce qui va t'aider à rester concentré et à motiver pour poursuivre justement tes objectifs. Troisième chose que tu peux faire, donc on a vu trouver un équilibre, première chose. Deuxième chose, tes motivations profondes et tes aspirations. Et puis établis des limites aussi. Établis des limites. Pour éviter l'épuisement, pour maintenir un équilibre sain entre ta vie personnelle et professionnelle, tu dois apprendre à établir des limites claires. Ça implique de dire non, des limites claires. Ça implique de dire non déjà aux demandes excessives que tu te fais à toi-même, mais aux demandes excessives des autres également. Par exemple, tu peux te fixer des limites de temps, des limites d'énergie pour tes activités pro. Tu définis des horaires de travail. Par exemple, à un moment donné, je m'étais dit, je travaille que le matin et je ne travaille pas l'après-midi. Et ça m'a beaucoup aidé, ça, parce que ça me permettait d'être très concentrée pendant mes premières heures de la journée et puis de vaquer à mes occupations le reste de la journée, à faire mes balades, etc. Donc je continue à faire ça aujourd'hui. Alors là, j'ai un peu plus de travail, donc je travaille souvent 1 à 2 heures par semaine l'après-midi aussi. Mais je m'étais fixée, et je continue à me fixer ces horaires de travail pour ces limites-là finalement. Donc tu peux te dire, moi je travaille pour mon projet de 9h à 13h par exemple, ou de 14h à 18h. En laissant des périodes de pause régulières, comme je vous expliquais tout à l'heure. D'accord ? Donc ça te permet d'éviter le surmenage, de préserver ton énergie pour d'autres activités qui sont importantes et qui rythment aussi ta journée. Donc, pour établir des limites, tu utilises aussi des outils de gestion de temps. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, des techniques telles que la technique Pomodoro. Ça consiste à travailler pendant 25 minutes, puis tu fais une pause de 5 minutes. Pour faire de l'étirement, pour faire une respiration, pour aller boire un coup, pour manger un petit truc, 5 minutes. Et puis tu reprends ensuite 25 minutes. Et ça te permet d'optimiser ta productivité. Et puis ça te permet aussi d'éviter une fatigue beaucoup trop intense pour toi, une fatigue mentale. Voilà, donc c'est vraiment des périodes de travail courtes. Teste pour voir si ça te convient. Des périodes courtes mais intenses, suivies de pauses régulières. Et ça permet de maintenir un niveau élevé de concentration et d'énergie tout au long de la journée. Et puis apprends à dire non, je disais, aux demandes excessives de la part des autres. Parce que rappelle-toi que dire non à une chose signifie dire oui à quelque chose d'autre. Comme dire oui à ta santé mentale, dire oui à ton bien-être, dire oui à tes objectifs perso et pro. Donc vraiment, quand tu te concentres sur ce qui est important pour toi, eh bien, tu évites de te disperser dans trop de directions et à trop de demandes des gens. Ça préserve ton énergie sur ce qui compte vraiment. Donc ça,
c'était le troisième point. Et enfin, quatrième point, écoute-toi. C'est le dernier point, écoute-toi. Prends le temps de te concentrer, de te connecter, à tes émotions avant de commencer ta journée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai une douleur particulière au ventre, au cervical? Qu'est-ce que ça peut signifier tout ça? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Connecte-toi à tes émotions avant de commencer ta journée. Reste en contact avec toi. Ça t'aidera à répondre à tes besoins de manière appropriée et pas sauter du lit et commencer à faire des trucs tout de suite. Vraiment, la première action à faire chaque jour, c'est de te connecter à toi-même, à tes ressentis, à ce qui se passe en toi. Et ça te permet de te respecter, de t'honorer et de te dire dès le départ, je suis la personne la plus importante aujourd'hui. Je suis ma priorité aujourd'hui. Et ça t'aide tellement à entreprendre les actions justes, les actions alignées. D'accord? Pour t'aider, tu peux tenir un journal des émotions. D'accord? Pour t'aider dans cette écoute de toi-même. Écouter ta voix intérieure. Donc un journal des émotions, c'est un journal que tu tiens tous les jours. Et tu vas noter tes pensées, tu vas noter tes sentiments, tu vas noter tes ressentis. Quotidiennement, ça peut être le soir ou le matin. Tu consacres vraiment quelques minutes le matin, par exemple, à écrire sur ton carnet des émotions, les émotions du jour. Et ça te permet vraiment d'explorer, de comprendre tes réactions émotionnelles. Et ça te garde en contact avec tes émotions. Ça te permet de mieux les comprendre. Et ça te permet de répondre à tes besoins de manière appropriée. Et là, tu te sens plus submergé puisque tu as vidé tout ça sur le papier. Et c'est plus facile de passer à l'action dans ces circonstances-là. Et puis, pratique l'autocompassion. Pour l'écoute de soi, c'est indispensable. Journal des émotions, l'autocompassion. C'est quoi? C'est se parler avec gentillesse. C'est se parler avec compréhension. C'est se parler avec honneur, avec respect. Comme tu le ferais avec la personne que tu aimes le plus au monde. Ou avec un ami cher. On ne traite pas les... On a du mal à traiter quelqu'un qu'on aime comme on se traite soi-même parfois. C'est pour se dire à quel point on peut être très dur avec soi parfois. Quelques secondes, quelques instants chaque jour pour te rappeler tes propres qualités positives, ce que tu aimes chez toi. Et te féliciter pour tes réussites, même les plus petites, celles que tu juges insignifiantes. Mais attends, c'est un honneur, même les plus insignifiantes. Et ça, c'est une pratique qui te permet de renforcer ton estime de toi. Vraiment, chaque jour, c'est impressionnant à quel point ça fonctionne. Si tu le mets en place, ça fonctionne. Et ça va te permettre de te sentir beaucoup plus en phase avec tes besoins émotionnels et spirituels. Donc n'oublie pas, tes capacités créatives, intuitives, émotionnelles sont des atouts qui peuvent t'aider à créer une vie magique. Je vais répéter tout ce qu'on a vu ici pour t'aider à passer à l'action. Première des choses, trouve un équilibre avec la pratique de la pleine conscience ou la méditation si ça t'aide ou la cohérence cardiaque, moi c'est ce que je fais. Établis une liste de tâches réalistes, réalisables, mais qui en même temps ne te mettent pas en surmenage. Prends des pauses régulières pour te ressourcer. Deuxièmement, identifie tes motivations et aspirations profondes. Donc ça, tu peux faire une liste des moments de flow. Tu écris une lettre à ton moi futur. Et puis, tu fais une analyse de tes forces, faiblesses, opportunités, menaces. Ensuite, troisièmement, établis des limites claires en planifiant des heures de travail dédiées, en utilisant des techniques de gestion de temps, comme la technique Pomodoro par exemple, d'apprendre à dire non, parce que c'est te dire oui à toi. Quatrièmement, écoute-toi en tenant un journal des émotions et en pratiquant l'auto-compassion. Voilà, c'est un épisode dense.
mais réécoute-le plusieurs fois pour t'imprégner de tout ça. Partage-le si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et puis, vraiment, crois en toi, c'est mon dernier mot. On est en train de créer ensemble ce nouveau monde où chacun entreprend ce qui lui tient à cœur véritablement. On est sur cette voie du cœur-là. Donc lance-toi, vas-y, un pas après l'autre. Sois fier de toi, de chacun de tes pas. Et puis continue à semer tes graines de conscience parce que le monde en a tellement besoin. Je te retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et ose dire au monde qui tu es. Je vous aime très fort et à très vite.